Nous y vont. Donc, voilà, une première question. Alors, vous pouvez vous présenter. Je suis Jean-Yves Balkanski, je travaille à l'Institut Pascal et je me posais la question suivante. L'IA se distingue de l'humain par la rapidité à produire des résultats. Certainement, elle va beaucoup plus vite et par de nombreux ordres de grandeur par rapport à l'humain. Et on propose l'IA pour certaines prises de décision, des décisions stratégiques, aussi bien que pour poser un diagnostic médical. Mais même en posant un diagnostic médical, le risque zéro n'existe pas pour l'IA, bien qu'on pense qu'elle sera bien meilleure que l'humain. Est-ce qu'on va pouvoir établir des contrôles pour essayer de diminuer les risques associés à ces prises de décision? Oui, évidemment, c'est une question tout à fait d'actualité. Aussi bien les entreprises qui produisent l'IA que les critiques, etc., que les gouvernements sont évidemment très préoccupés de ça. Il faut réduire. Enfin, tout le monde, on n'arrête pas de sortir l'exemple des avions. On ne confiera pas un avion à une IA avant longtemps parce qu'on ne peut pas admettre que par exemple, un millième de chance qu'un avion s'écrase, c'est pas acceptable. On ne monte pas dans cet avion-là. Donc, pour arriver à une marge d'erreur vraiment infinitésimale et qui rend le risque acceptable, on n'y est pas du tout encore. On en est très loin, d'autant plus qu'on ne connaît pas très bien les détails des mécanismes de ces machines-là. Alors, ça dépend. Pour ce qui est d'une recommandation de la meilleure pizzeria à Orsay, on s'en fiche. Enfin bon, tant pis, ils se sont trompés, c'est pas la meilleure, on s'en fiche complètement. Donc là, on peut lui laisser une marge d'erreur, mais pour ce qui est de trucs plus délicats, évidemment, notamment en médecine. Alors, il y a aussi l'idée d'une espèce d'entrecroisement, une sorte de convergence. Il y a les méthodes traditionnelles du diagnostic et de la thérapeutique, les méthodes automatiques. On essaie de les croiser en espérant que, au fond, l'alliance de l'homme et la machine sera meilleure que l'homme tout seul et sera meilleure que la machine tout seul. Et d'ailleurs, il y a eu un moment pour les échecs comme ça. Malheureusement pour cette thèse-là, ça ne marche plus. À un moment, les attelages échecs humains et logiciels d'échecs faisaient mieux que les logiciels d'échecs tout seuls. Mais ce temps est révolu, donc l'exemple ne vaut plus rien. Fabrice, sur la même question. Ouais, alors bon. Il faut voir il faut que les situations soient répétitives pour que l'IA soit meilleure que nous, hein. Dès que c'est moins répétitif, ça marche nettement moins bien. Donc, est-ce que, à mon avis, sur les situations, enfin, sur les situations, ça rejoint les problèmes de système d'experts. De toute façon, c'est un peu les mêmes situations, enfin les mêmes problèmes. Si la situation est répétitive, il y a assez peu de chances de se tromper, puisque c'est un peu la même chose qui revient tout le temps. Et il y a de grandes bases de données qui permettent de dire que justement, ça revient tout le temps. Et là, on peut confier en grande partie, la décision au système. C'est ce qui se passe dans l'aviation, d'ailleurs, hein, depuis qu'il y a des systèmes automatiques dans l'aviation, c'est-à-dire depuis très longtemps, parce qu'avant, c'était la mécanique. Il y a toujours une bataille entre les pilotes, la part qui est laissée aux pilotes et la part qui est laissée à la machine. Donc, c'est 70 ans de débat. On a un sociologue spécialiste de la question à Évry qui a retracé toute l'histoire de tout ça. Et les ingénieurs ont toujours tendance à vouloir considérer que l'homme est faillible et donc tout mettre sur le système, sachant que tout mettre sur le système, c'est tout mettre sur les ingénieurs, en réalité. Et les pilotes, eux, veulent garder une part. C'est un peu indécidable, en partie, en tout cas. Il y a toujours un risque d'un côté comme de l'autre. Comment se font les compromis s'il faut remettre ça dans des contextes d'usage, d'histoire ou des choses comme ça. Même chose pour la voiture autonome. Enfin, on met toujours en avant le cas de la voiture autonome. Est-ce qu'elle doit freiner face à un landau qui traverse? Est-ce qu'elle doit freiner brutalement au risque de tuer le passager? Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Ou écraser le landau. En fait, il y a plein de cas dans la société où le choix il est fait. Aujourd'hui, quand on laisse, par exemple, les travailleurs travailler dans les conditions qui sont et qui meurent à la vitesse à laquelle ils meurent, c'est programmé. Je veux dire, on le sait, chaque année, pareil sur le nombre de morts sur la route, il y a 3000 morts sur la route. Quand il y avait 30 000, c'était accepté, entre guillemets. Comment s'est construit cette acceptation? Il faut reprendre toute l'histoire. On peut pas
a pas de décision en l'air, quoi, de règles qui viendraient régler ce genre de questions de manière abstraite. Est-ce que cette idée de répétitivité d'un phénomène n'est pas essentielle pour le bon fonctionnement de l'IA? Ben moi, je pense que si. Je pense que c'est la clé de l'affaire et que, en fait, une grande partie de l'effet d'étonnement qui vient de l'IA, c'est-à-dire, par exemple, on dit, mais il traduit, c'est incroyable de traduire aussi bien ou des choses comme ça, et de compléter les raisonnements. C'est parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est répétitif. Et si on ne le voit pas, c'est parce qu'on se parle comme ça et on ne voit pas qu'il y a des millions d'autres personnes qui se parlent à peu près de la même manière. Ça ne se voit pas, en fait. Mais la machine, elle le voit puisqu'elle a accès aux jeux de données. Les jeux de données qui montrent que c'est répétitif, en fait. Alors, quelque part, ça devrait même nous inquiéter. C'est-à-dire, en fait, nous sommes dans des sociétés extrêmement répétitives. Mais ça a été pensé par les philosophes de la technique depuis assez longtemps, en fait. C'est-à-dire que plus la technique est de grande ampleur, plus les hommes eux-mêmes doivent devenir prévisibles pour que la technique fonctionne. Sinon, les grands systèmes techniques ne fonctionnent pas avec des gens imprévisibles. Donc ça, ça rejoint des questions fondamentales de philosophie des techniques de longue date. Après, est-ce qu'on veut aller vers des systèmes techniques toujours plus complexes avec les philosophies politiques, là on passe aux philosophies politiques, ont pensé, notamment le socialisme, une partie du socialisme, que plus le système technique était grand, plus la coopération mondiale était importante, quoi, et que c'était vu de manière positive. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins vu les enjeux économiques, mais il y a toujours eu des courants pour dire, ah non, pas du tout, il faut au contraire de l'autonomie. Voilà, on rejoint un peu les questions sur quel genre de société est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des sociétés avec plus ou moins de liberté, plus ou moins d'extension des systèmes techniques? Pas de réponse très, très simple, quoi. Vous voulez réagir ou... D'abord, je n'aime pas beaucoup l'idée de répétition. Je pense que la question, c'est des régularités. Donc, les régularités, c'est effectivement essentiel. L'intelligence artificielle a des moyens de repérer des régularités qui échappent à l'œil humain, en raison effectivement de ces limites évidentes. Et de ce point de vue-là, oui, l'intelligence artificielle apporte, c'est un vrai apport important du repérage de patterns que nous ne voyons pas à l'œil nu. C'est là que réside quand même la ressource essentielle de l'IA. Donc ça, c'est un premier point. Alors effectivement, il y a effectivement une réflexion sur ce qui sort des patterns. Donc s'il y a quelque chose qui sort des patterns d'une manière ou d'une autre, un comportement ou un événement qui n'entre pas dans les patterns, l'IA effectivement n'arrive pas à le capturer, n'arrive pas c'est pas son métier. Son métier, c'est de repérer des patterns. Et il se trouve que c'est très intéressant de pouvoir repérer des patterns qui ne se voient pas à l'œil nu. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est mon grand-père a écrit en 1944 ses mémoires de socialiste menchevique en yiddish. Ce livre était inaccessible pour moi qui ne lis pas le yiddish. Une version avancée de ChatGPT en quelques minutes m'a donné la traduction parfaite de ce parfait, pas absolument parfaite, à réviser, etc. C'est un progrès extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire. Alors effectivement, ce n'est pas intelligent, si vous voulez, n'empêche que, oui, ça requiert chez l'être humain une certaine intelligence, l'intelligence de comprendre le yiddish, de comprendre le français et de pouvoir tenir compte du contexte culturel, politique, idéologique, etc. de l'époque, d'aller chercher éventuellement pour la bonne translittération des termes en yiddish en langue française. Tout ça, c'est pas rien techniquement. Alors, voilà, encore une fois, moi je suis très critique de l'IA et des prétentions et le life cycle, etc. Tout ça, je suis très familier de ça. En général, je suis plutôt dans le camp des gens qui disent attention, il ne faut pas vous énerver, tout ça n'est pas si grave que ça, ni si merveilleux, mais il ne faut pas quand même exagérer dans l'autre sens. L'IA apporte des solutions extraordinaires, rapides, inaccessibles,
Alors ensuite, est-ce que ça conduit à une déshumanisation, à des consommations excessives? C'est tout à fait probable. À ce moment-là, il y a effectivement un équilibre. Tant pis, on n'aura pas de traduction rapide du yiddish en français. Bon, bah, tant pis, parce que si ça coûte trop cher en matière de terres rares, on va dire, bah, je préfère garder mes terres rares et ne pas avoir la traduction en yiddish. Et ça, c'est une question démocratique. C'est une question de choix démocratique. Pas monopoliser, mais est-ce que ça ne fait pas intervenir un peu cette distinction entre ce qu'on appelle proprement les sciences dures et les sciences molles? Les sciences dures sont répétables, plus ou moins, et les sciences molles, très peu. Ah, écoutez, Cournot pensait le contraire. Cournot, qui fut un grand esprit du 19e siècle, qui est notamment à la base l'un des fondateurs des théories modernes des probabilités, pensait qu'en réalité, justement, et ça rejoint un petit peu ce que disait Fabrice, à savoir il y a énormément de patterns prévisibles dans le comportement des sociétés en réalité. Alors, mais évidemment, il y a aussi de la singularité, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a aussi beaucoup de régularité. Et il y a des systèmes physiques complexes qui sont plus difficiles peut-être à modéliser que des systèmes humains, mais bon. C'est pour ça que nos données on verra si là. Mais il se trouve que, justement, enfin, là c'est plutôt le numérique que l'IA, mais enfin, la sociologie computationnelle fait pas mal de progrès. On voit des choses grâce au numérique qu'on ne voyait pas précédemment, parce que justement, le numérique trace tout ce qui se passe et donc dégage des patterns dans le comportement des gens, le comportement de communication, la proximité, les échanges qu'on ne pouvait pas voir par les anciennes méthodes. Bon, mais voilà, il y a le grand débat de savoir s'il y a une grande division entre les deux familles de disciplines. C'est pour ça que nos données personnelles ont de la valeur. En tant que telles, elles n'ont aucune valeur. Pour des entreprises qui fabriquent des objets et des biens et des services en série, en très grande série, avoir des données personnelles singulières, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des biens répétitifs ou réguliers qui permettent de dire, si je vends ce produit-là, alors je vais trouver non pas un acheteur, aucun intérêt, mais 10 millions d'acheteurs, parce qu'ils font tous la même chose à peu près au même moment. Et je peux glisser le truc qui paraît très, très pratique que tout le monde va acheter. Donc, c'est pour ça que les données personnelles ont de la valeur. Donc, nous, on se dit souvent, oh, c'est pas gênant si les gens... Je n'ai rien à cacher. Non, c'est vrai, j'ai rien à cacher, mais ce n'est pas le bon problème. C'est pas le bon problème. Le problème, c'est qu'en rendant visible mon comportement, c'est-à-dire surtout si tout le monde rend son comportement visible, bah, ça facilite l'extraction de régularité dont nous n'avons pas conscience, mais la machine et ceux qui regardent, du coup, en ont conscience. Et je rebondis un peu sur ce point-là. Tu fais le lien avec les grands nombres et avec de l'économie. Et l'IA, finalement, est-ce que la question de l'intelligence artificielle, c'est une question vraiment qui touche à la connaissance ou c'est une question qui touche plus à l'économie? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'économie principalement, de la technologie, du modèle économique, plus que finalement les questions d'intelligence, c'est une toute petite partie du problème lorsqu'on évoque la question de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas tout à fait sûr de saisir la question, parce que les deux sont liés, c'est-à-dire que les investissements en R&D ont toujours été faits par l'économie pour avoir la connaissance, type les données personnelles. C'est des investissements en connaissance pour ensuite pouvoir agir. Donc en fait, il y a un petit peu les deux. Mais quand on regarde les usages qui sont financés, ceux qui attirent les millions, il y a des marchés derrière, sinon ils n'attireraient pas les millions. En fait, c'est pas l'étude de l'IA ou ça ne peut pas être déconnecté. Mais c'est vrai de beaucoup de recherches en réalité. Beaucoup de recherches sont pilotées par des applications économiques espérées, même si elles peuvent paraître un peu lointaines. Des recherches qui sont financées sans aucun intérêt pour l'économie. Donc, après, on va discuter, est-ce que c'est plus ou moins pour l'économie ou c'est plus pour la connaissance? Bon,
les recherches sur l'Antiquité grecque, c'est pas tellement pour l'économie, effectivement. Mais sur l'IA, pour moi, c'est massivement pour l'économie. C'est pas que, mais massivement. Je peux apporter un élément là-dessus parce que je travaille en sciences du climat et on est très intrigué par des résultats de modèles d'IA. Parce que dans les modèles climatiques, il y a des biais qu'on n'a jamais réussi à éviter dans les grands modèles de climat. Alors, Google s'est mis à faire des prévisions de temps et leurs modèles n'ont pas ces biais. Donc, ça rejoint ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est qu'une grande force, probablement, de l'IA, c'est de voir des patterns que nous n'attrapons pas, qui sont capables de corriger de ces biais. Le problème, c'est que les mécanismes par lesquels on corrige de ces biais, on ne les attrape pas non plus. C'est ça. Ouais. Alors, pour rebondir peut-être sur la question de l'économie, probablement l'enjeu social, politique majeur va effectivement la modification du marché du travail. Et ça, c'est fondamentalement, ça c'est vraiment le problème économique par excellence. Donc, de ce point de vue-là, le déterminant principal du développement technique de l'industrie IA passe par l'économie. C'est-à-dire qu'à mesure que, alors à la fois, il n'y a pas de déterminisme, c'est aussi un choix. On va choisir ou non de perturber plus ou moins le système, la répartition du travail. Ce sont des choix là aussi démocratiques ou peut-être pas suffisamment démocratiques. Mais en même temps, il y a quand même une partie qui dépend tout simplement des performances des systèmes de demain. Si les systèmes de demain deviennent très efficaces dans un certain nombre de professions, ces professions vont disparaître ou vont être profondément modifiées. Et ce sera vraiment une question d'économie. Les grands débats entre Philippe Aghion, par exemple, et Daron Acemoglu, qui sont un peu la une des journaux en ce moment, c'est exactement ça. Acemoglu pense qu'il faut absolument détourner l'IA de ce projet funeste de modifier les professions massivement. Alors que Philippe Aghion pense que c'est une très bonne idée parce que, selon lui, bien sûr, un certain nombre de métiers vont disparaître ou être profondément changés, mais d'autres métiers vont apparaître, ou d'autres types de tâches vont apparaître, et que finalement, on s'y retrouvera mieux parce que la productivité générale se sera améliorée. Ça, ce sont des discussions d'économistes. Destruction créatrice. Absolument. C'est malin, en fait, ce que dit. Il y a une question du chat, peut-être. Oui, de Isabelle Couturier. Les choix sont faits, comme vous l'avez dit, pour le développement de l'IA. Quelle marge de manœuvre avons-nous pour discuter ces choix? C'est une bonne question. On est tous là pour essayer de... on est tous là. Quelle marge de manœuvre? Nous ne le savons pas très bien. C'est une question très politique. Bon, on sait que l'Europe est un peu à l'avant-garde d'une philosophie de la régulation de l'IA qui limiterait sensiblement les possibilités de mettre sur le marché un certain nombre de systèmes dangereux, potentiellement toxiques, etc. Maintenant, est-ce que ce point de vue va prévaloir? Il vient d'en prendre un sacré coup, évidemment, avec l'élection de Trump, qui pense que toute espèce de régulation est mauvaise en soi. Une position complètement délirante intellectuellement, même si on sort de l'IA, l'idée que toute espèce de régulation est mauvaise. Il vient de rétablir l'usage la fabrication de plastique à usage unique, par exemple, parce qu'il trouve que c'est ridicule d'empêcher les gens de fabriquer des pailles et des sacs en plastique pour aller étouffer nos dauphins. Il trouve que c'est complètement ridicule, mais il est complètement fou. Le problème, c'est que, comme le disait je ne sais quel éditorialiste, il a le pouvoir, il a beau être complètement fou, il a le pouvoir. Alors, est-ce que dans cette lutte, donc il y a une espèce de lutte entre régulation contre innovation. Plus vous régulez, plus vous limitez l'innovation. Et si vous limitez l'innovation en France ou en Europe, alors vous allez perdre la compétition géostratégique qui est déjà largement perdue d'ailleurs avec la Chine et les États-Unis. Donc, il ne faut pas réguler.
Mais moi, je pense que c'est une fausse dichotomie. On doit réguler pour des raisons morales, tout simplement. On peut réguler, et on peut réguler sans porter atteinte de manière fatale à la compétitivité et à l'innovation. Mais ça, ça va se régler, ça va se décider plus ou moins dans les années qui viennent, et ce sera une question largement politique. Seconde question sur le chat. Alors bon, c'est moi. Justement, sur cette régulation, Fabrice Filippo, vous aviez mentionné le cas de l'éco-conception. Ouais. Il y a souvent des politiques qui sont mises en œuvre pour essayer de favoriser le changement à la fois d'usage et aussi de conception. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, l'éco-conception, il faut voir que c'est une politique d'efficacité, déjà. Hein. Ce n'est pas une politique de sobriété. Quand on dit éco-concevoir, on dit faire un produit, un bien ou un service qui a un certain usage, le faire de manière la plus économe pour l'environnement possible. Ça ne veut pas dire changer l'usage qui est derrière. Donc, on n'est bien que dans l'efficacité. Après, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pour une raison, en fait, assez simple, c'est que la contrainte qui ferait que les entreprises seraient obligées d'éco-concevoir est très très faible. Et là aussi, pour une raison assez simple, c'est que la loi, comme à peu près toutes les lois sur les déchets en Europe, hein, c'est la même structure, c'est basé sur ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Avec le producteur, là c'est un HP, HP a mis sur le marché et doit dépolluer, doit éliminer le produit. Mais HP organise l'élimination. Pourquoi voulez-vous que HP s'embête à faire l'élimination la plus coûteuse? Il fait l'élimination la plus simple. L'élimination la plus simple, c'est mettre dans une broyeuse ou expédier en Afrique. Expédier en Afrique, il ne faut pas trop en parler, hein. Mais il y a quand même 30% des déchets électroniques qui disparaissent en France. Et pourtant, en France, on a des douaniers. Donc, voilà, la chose est très simple à expliquer. On l'expliquait déjà en 2006, que ça ne marcherait pas si on comptait en réalité sur l'autorégulation du secteur. Ça ne marcherait pas. Nous, on proposait de mettre les collectivités territoriales et les ONG à la tête des éco-organismes. Les éco-organismes, c'est ceux qui organisent les filières de déchets. Et dans ce cas-là, ça aurait été drastique. En étant drastique, ça aurait obligé à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est ne pas faire d'écran trop grand. C'est des choses comme ça, oui, les écrans géants partout, quoi. Donc, c'est totalement l'inverse. C'est de ne pas mettre trop de matériaux. Mais du coup, ça peut peut-être dégrader la performance. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas eu autant d'efficacité énergétique si on avait éco-conçu. Enfin, il y a plein de questions qui sont jamais venues, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'éco-conception. Hein. Après, pour faire la sobriété et la régulation, je pense qu'il y a un problème général donc, quand on parle d'industrie ou d'économie, et même quand on regarde ce qu'on trouve, les petites vidéos qu'on trouve sur Internet pour parler de la compétitivité, on parle de compétitivité du matin au soir. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? Dans 95% des cas, être compétitif, c'est faire la même chose que le voisin à un coût inférieur. J'ai une vidéo du Monde, le journal Le Monde, qui dit 95% de la vidéo, c'est ça. Sauf que ce n'est pas ça la compétitivité. Enfin, ce n'est pas que ça. C'est aussi faire autre chose, ce que Schumpeter montre d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, la personne qui dit « moi, je vais fabriquer des voitures alors que ça n'existe pas », elle crée un marché qui n'existe pas. Ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui crée une voiture alors qu'il y a déjà 25 constructeurs. Vous voyez? Donc, faire autre chose, aujourd'hui, c'est vraiment le parent pauvre de la réflexion. De faire autre chose. Autre chose, non, ce n'est pas possible. Il faut faire comme les autres, sinon on va être dépassé. Donc, il faut aller plus vite dans le mur, puisqu'ils vont tous dans le mur. En fait, c'est des phénomènes de moutons de panurge complètement stupides, alors que sur l'IA, comme sur l'automobile ou dans d'autres domaines, l'Europe pourrait dire, nous, on fait autre chose, on fait tel ou tel truc, et puis vous, ce que vous faites, chez nous, c'est interdit pour telle ou telle raison. Et on verra qui est-ce qui va nous acheter nos produits. Ça se trouve, nous, nos produits vont mieux marcher que les vôtres. Sur la question de la régulation sur les déchets électroniques, je viens de la critiquer, hein, mais quand elle a été mise en place en 2002, toutes les industries ont dit « Ah non, la compétitivité, il ne faut surtout pas mettre de règles. » Aujourd'hui, ils sont tous très contents d'avoir la réglementation parce que la Chine a fait la même, les États-Unis ont fait la même, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, qui est-ce qui a réussi? C'est l'Europe. Alors, tout le monde était contre au début. Mais là, on parle de stratégie. Alors que simplement faire comme les autres, c'est de la tactique. Vous voyez? Donc, ce qui manque, c'est la réflexion stratégique. Quand on va dans des endroits qui, disons, réfléchissent à tous ces problèmes-là, c'est des discours de moutons. Je suis désolé, hein, mais
c'est pas des gens qui vont aller réfléchir sur les questions de stratégie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un OS français, par exemple, sur une base Linux? La gendarmerie a fait ça. Ça marche? Si, ça marche. Pourquoi on ne généralise pas sur toute la France entière, on se débarrasse de Microsoft? Ben non, surtout pas, il faut faire comme les autres, hein. Tout le monde utilise Teams. Alors, on va utiliser Teams. Vous voyez, le comportement moutonnier. Moi, je suis contre absolument tous les comportements moutonniers. Et les comportements moutonniers, c'est quand même ça où l'IA est forte. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se méfier de l'IA pour ce genre de raisons. J'ai fait mon IA aussi. J'ai repéré certains mots qui étaient communs dans vos deux exposés, et notamment celui d'analogie. Alors, il y a l'analogie avec le cerveau, tentative de faire une analogie avec le mode de pensée du cerveau. Et puis, il y avait l'analogie entre acheminer l'information et acheminer les containers, et que dans les deux cas, finalement, c'était un problème de mobilité. Okay. De mobilité et d'accélération du paquet, d'accélération finalement aussi de la pensée. On veut reproduire la pensée, mais en plus rapide. Donc, on revient sur cette notion de vitesse, et le gain grâce à l'IA. Beaucoup des gains par l'IA sont en termes de vitesse, en fait. C'est ça, c'est pas un changement très, disons, les changements sont de cet ordre-là, quantitatif, mais pas forcément qualitatif. Je connais la réponse de mon collègue. Moi, je suis un peu partagé. Je pense qu'effectivement, il y a, par exemple, sur la question de la traduction des mémoires de mon grand-père, effectivement, il n'y a rien de qualitativement différent. Je veux dire, j'aurais pu trouver un traducteur, il aurait fallu le payer, il aurait mis 1 an et demi à traduire ça, mais le résultat aurait été le même, voire meilleur. Donc, de ce point de vue-là, on est dans le quantitatif. Effectivement, l'IA nous permet de le faire très vite, à relativement peu de coûts. Enfin, ça dépend comment on compte. C'est des questions de comptabilité. Ça, c'est des questions de comptabilité interne, analytique, ça, c'est compliqué. Mais il y a quand même d'autres applications de l'IA dans lesquelles, effectivement, ce à quoi l'IA est parvenue, il n'est pas du tout évident que l'être humain, même en y travaillant longtemps, y serait parvenu. Donc, il y a quand même il y a des applications créatives de l'IA, je pense. Maintenant, sont-elles importantes? Sont-elles suffisamment importantes pour qu'on développe tout ça? Ça, c'est une autre question. Il y a deux choses, hein. La première, c'est l'accélération, effectivement, les gains de productivité en réalité, hein. Alors, les gains de productivité qui sont permis par la machine, même la machine à vapeur, permettaient des choses que l'humain n'arrivait pas à faire. En fait, que les machines fassent des choses que les humains ne savent pas faire, c'est vieux comme les machines, d'une certaine manière. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que j'ai mis ici, hein, c'est-à-dire que automatiser la production pour les gains de productivité, c'est l'une des deux mamelles de l'économie. Mais si on augmente la productivité, par exemple, pour fabriquer des cours, il faut un prof plutôt que 2, par exemple, pour faire le même cours. Qu'est-ce qu'on fait du prof qui reste? Assez classiquement, dans l'économie, on se dit, c'est un individu qui est disponible pour fabriquer un nouveau produit, multiplier les besoins. Donc, en fait, depuis, on va dire, le XVIIe siècle, gain de produit, je simplifie beaucoup parce que ce n'est pas passé comme ça historiquement, mais c'est dans le méta-récit qu'on se raconte, et on peut dire que ça vaut pour ce que je dis là, c'est ce qu'on voit ici, même si c'est peu mal, les révolutions industrielles qui s'enchaînent, hein, c'est arriver à automatiser, avoir des gains de productivité dans un secteur pour libérer de la manœuvre, pour créer un autre secteur, et ainsi de suite, et multiplier les besoins. Donc, c'est pour ça qu'en France, on a 11 000 métiers aujourd'hui, parce que la division du travail s'est étendue. Que si on voulait tout remettre sur le territoire français, il faudrait réimporter la moitié de la Chine. Parce qu'il y a tellement de métiers que la population française ne suffit pas à produire tout ce qu'on consomme comme on le consomme. Donc, il y a une création de besoins sans fin. Et la question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces nouveaux besoins? Donc, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de nouveautés. Il y a des nouveautés qui deviennent des besoins. Mais la question, c'est est-ce qu'on en a besoin? Alors, j'en ai mis quelques-unes, hein, mais j'ai des chiffres un peu
disons, alors c'est le numérique en général, hein, c'est pas que l'IA, mais l'IA, comme elle va se loger dans toutes les applications numériques, forcément, parfois ça se confond un peu, même si je suis d'accord, c'est pas la même chose, hein. Mais par exemple, sur la vidéo volumétrique là, que j'ai indiqué, un film standard, ça fait de mémoire, parce que j'ai les chiffres quelque part, ça fait 1 mégaseconde à peu près. Quand un film de très bonne qualité, 4K ou quelque chose comme ça, ça fait 1 mégaseconde. Si on regarde en ligne, c'est 1 mégaseconde qui circule. Avec la vidéo volumétrique inventée par Intel, c'est 1 gigaseconde. Elle est où la limite? Là, ici, on pourrait très bien, alors on est en visio, je pourrais très bien être chez moi avec des lunettes, être allongé dans mon canapé, vous tous pareil, tout ça, c'est virtuel. Je peux regarder de très très proche, il y a un tel niveau de détail, ça ne serait pas 1 gigaseconde, ça serait 100 gigasecondes. Donc, oui, on peut créer des besoins à l'infini. Enfin, ça, c'est des exemples particulièrement grotesques. Enfin, il est clair que tout ça, c'est des conneries monstrueuses. Non, parce que c'est le projet du métavers. C'est le projet du Mais justement, c'est une connerie. Non, mais c'est une connerie de le faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui va aller dans le métavers. Mais bien entendu, ça va enrichir Zuckerberg, sauf qu'il a perdu en l'occurrence. Mais enfin, non, mais là, on est vraiment dans la connerie. C'est pour ça que je suis grossier exprès. Je veux dire, je pense qu'il faut dire que c'est de la connerie. Non, il faut le dire, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas financé. Donc, il faut imaginer tous les besoins qui peuvent être créés, si vous voulez, derrière. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, évidemment, hein, mais c'est pour bien montrer. Je vais faire une remarque là-dessus. Je suis tout à fait surpris du décalage. On parle avec les mêmes personnes qui travaillent sur les mêmes domaines aux États-Unis et en Europe. On est en plein décalage. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, j'ai vraiment l'impression que les gens ne se posent pas ces questions que vous posez, qui sont très justes, c'est-à-dire de notre empreinte carbone, de notre consommation des terres rares, de la matière qu'on produit. Je pourrais dire vulgairement, ils s'en foutent. Et c'est un vrai problème. Ah oui. Non, il y a un décalage massif. Moi, je lis encore de mes péchés honteux. Je lis le New York Times tous les jours, de près, et en version papier en plus. Et là, je vois combien l'Amérique est complètement entrée dans l'univers numérique et pense que toute amélioration du bien-être et du pouvoir-faire numérique est un progrès. Ils sont capables de passer des heures à comparer des montres, machin truc, qui vont éventuellement aussi capter ceci et cela de manière plus ou moins commode. Et il y a tout de suite 54 modèles qui sont en concurrence. Et c'est vrai qu'en Europe, on est encore un petit peu à l'abri de ça, mais on est moins. Enfin bon, ça pose des questions. Là, on sent la division atlantique là se creuser. Beaucoup, je suis d'accord avec vous. Merci. J'ai retenu la remarque au niveau des modèles climatiques et donc au moins d'observer l'IA. L'IA sert à nous poser des questions déjà pourquoi on ne comprend pas. Ça sert au moins à ça. J'aimerais être provocateur sur la courbe que vous avez montrée avec décroissance d'intérêt pour l'IA et vous dire que c'est pas certain qu'on se trouve sur ce point de la courbe. Alors, c'est pas ça, hein. Je réexplique, hein. C'est peak of inflated expectations. Yes, ok. Voilà. Donc, c'est les attentes démesurées. Et là, l'IA est Je rare. crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur ce que va produire l'IA. L'IA est rare à ce moment-là. Plus on va descendre, plus elle se généralise. Et en se généralisant, c'est là qu'on s'aperçoit que, ah bah oui, ça fait que ça. Mais c'est la pente de la généralisation. Ça va déjà être très surprenant, à mon avis. Oui, je pense que moi, je prends les paris, je ne crois pas. Je pense comme vous. Oui. Je prends les paris. Alors, je vous fais remarquer que sur les gaz à effet de serre. Vous, malheureusement, parce que sinon, je vous aurais dit, on a joué 150 ans autour d'un café. Sur les gaz à effet de serre et sur les effets de la réglementation, j'ai gagné pas mal de paris. Hein. Moi aussi, j'ai gagné des paris. On aura l'occasion lors des prochaines séances de voir si justement il y a au-delà justement du traitement de texte, des choses comme ça, de la traduction très rapide, les apports de l'IA qui existent aussi, qui peuvent être intéressants aussi. Mais le parti pris un peu de ce cycle de séminaire, c'est de ne pas montrer que ce qui a pu être dit, par exemple, lors de la dernière conférence, que les côtés
toujours très positif Bien sûr, bien d'explorer aussi les autres voies. Bien sûr, Mais bien sûr. on parlera aussi, justement, en médecine, les apports de l'IA au niveau de la recherche, des diagnostics. Voilà, on peut aussi regarder ces aspects-là. Oui, c'est un peu ce que je disais au tout début en Merci introduction. à c'est nouveau que- les personnes qui ont présenté. Donc, oui, je vous remercie.